comme tous les jeudis, Léo, j'ai l'impression que ton mag du jeudi, c'est devenu une tradition aux médias, du coup. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Comme Noël. C'est vrai, à ce point-là. Mais Noël toutes les semaines. D'accord. C'est plutôt Pâques. Donc on est avec toi pour parler d'un petit coin du monde. Cette fois, tu nous emmènes au Portugal où on a fêté hier les 44 ans de la chute de la dictature et de ce qu'on appelle la révolution des œillets. Et oui, et si on dit qu'en France, tout finit par des chansons, au Portugal, tout commence par des chansons, par deux chansons plus exactement. Alors jugez-en, en 1974, les interminables et ingagnables guerres coloniales du Portugal en Afrique rongent et déciment la population portugaise. Le régime policier en place est impuissant, sclérosé, imbécile pour tout dire. Dans l'armée, ça fait des mois qu'on fomente. Il faut en finir, se dit-on, avec ces incapables. À 22h55, le 24 avril 1974, la station catholique Radio Renaissance lance donc la chanson Et Depois do Adeus, et après les adieux de Paulo de Carvalho, qui a représenté le Portugal à l'Eurovision quelques mois plus tôt. Pour les soldats et les officiers contestataires de gauche réunis au sein du mouvement clandestin des forces armées, c'est le signal. On se met en route vers les points stratégiques du pays et à 0h20, c'est un moment historique, c'est la confirmation. Les responsables de l'émission Limite de Radio Renaissance diffusent la désormais célèbre, aujourd'hui maintenant célèbre, Grandola Vila Morena, cette chanson de José Alfonso. Que tu as chanté toute la journée au métro. Voilà, que j'ai chanté toute la chanson et que je ne chanterai pas ce soir parce que je suis timide. En plus, il y a une extinction de voix, donc on parle. Absolument. Mais pour tous les rebelles, le message est clair. Toutes les unités rebelles sont en marche dans tout le pays, avec bien vite un œillet à la boutonnière en signe de ralliement. 24 heures plus tard, le mouvement des forces armées et une junte de salut national composée d'officiers supérieurs, décidés à se débarrasser d'un régime totalement nécrosé, prennent définitivement le pouvoir et engagent le Portugal dans une longue transition démocratique qui achève la stupide pantomime dirigée pendant 40 ans par Salazar, une dictature conservatrice, colonialiste et brutale, appuyée sur l'Église et la police secrète et qui règne sur le pays depuis 1933, l'année de l'accession au pouvoir d'Hitler. Et c'était tout ça le 25 avril 1974. On a donc célébré hier la révolution des œillets, une révolution à la fois déterminée et romantique, un événement qui ressemble beaucoup au Portugal, un pays là aussi avec une personnalité étonnante, un pays en marge géographiquement et du coup un peu politiquement. La preuve, que sait-on du Portugal aujourd'hui dans le reste de l'Europe? Qui connaît par exemple son Premier ministre depuis l'automne 2015? Eh bien, ce Premier ministre, le voici, António Luís Santos da Costa, ou plus simplement António Costa. Membre du Parti socialiste depuis l'âge de 14 ans, il est le fils d'un militant communiste d'origine française et indienne, avocat, député, ministre, puis maire de Lisbonne, propulsé secrétaire général du PS portugais quelques mois avant les législatives de 2015. António Costa est aujourd'hui à la tête d'un gouvernement de gauche qui gouverne depuis 2 ans et demi et qui a fait du Portugal ce discret exemple de l'inanité des superstitions néolibérales, cette preuve d'envergure nationale de ce que beaucoup répètent sous les colibets depuis des années, l'austérité budgétaire, le dépeçage de l'État, l'appauvrissement du peuple et la mise en compétition de tous avec tous, la mystique comptable, les délires des managers, eh bien ça ne marche pas. Ce qui marche, en revanche, c'est autre chose. Il faut dire avant tout que l'histoire du gouvernement Costa, c'est l'histoire d'une obstination, car ce n'est pas la gauche qui remporte les élections législatives en octobre 2015, c'est la droite sortante, mais elle est incapable de gouverner. Sa coalition branlante tient à peine un mois. Le 24 novembre 2015, le président conservateur Aníbal Cavaco Silva confie donc au chef des socialistes, António Costa, le mandat de la primature, après qu'il a bâti une coalition gouvernementale avec les communistes, les écologistes et les forces de la révolution citoyenne rassemblées dans le bloc de gauche, les insoumis portugais, pour le dire vite. Un point de convergence transcende toutes les divergences, la fin de l'austérité dogmatique, la relance par la consommation et la protection des travailleurs, la réappropriation de la structure de l'État méthodiquement démantelée au bénéfice de la prédation privée. Alors on l'imagine, son arrivée au pouvoir est accueillie avec défiance et mépris à Bruxelles et à Berlin. Le commissaire européen aux affaires économiques et financières, le surveillant général Pierre Moscovici, fait les gros yeux, il lève le doigt, il n'y croit pas à cette coalition. L'invraisemblable Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, prédit le pire en ricanant. Il se dit que dans quelques mois ce sera une nouvelle Grèce. La droite portugaise se moque de cet attelage qu'elle
qu'elle appelle le machin, et qui, pour ses plus brillants esprits, notamment dans les grands médias portugais, ne passera pas l'hiver. Manque de bol, 2 ans et demi plus tard, le gouvernement d'António Costa est toujours en place. Et ses résultats sont spectaculaires. Le taux de chômage s'est effondré. Il a été quasiment divisé par 2 en 5 ans. Le taux de croissance ne cesse d'augmenter, plus 2,8% l'année dernière. Le salaire minimum a été augmenté, et significativement, et devrait continuer à être augmenté, de même que les pensions de retraite et les allocations familiales. Le gel du salaire des fonctionnaires a été levé, et on a même rétabli les 35 heures. Le droit des salariés a été renforcé, les impôts des plus modestes ont baissé, les services et les infrastructures publiques ont été soit conservés dans le giron de l'État, et on a même renationalisé, ou plutôt municipalisé, par exemple, les transports publics, après qu'ils avaient été libéralisés, comme on dit à droite, et qu'ils avaient donc été totalement désorganisés. Et mieux, le sacro-saint déficit public, surveillé comme le lait sur le feu, ou plutôt comme la faute dans l'âme du pêcheur, est inférieur à celui de la France. Il était de 7,4% du PIB en 2011, ce qui avait motivé l'atterrissage des génies du FMI, de la Banque centrale et de la Commission européenne pour un énième plan de sauvetage saignant. Il est aujourd'hui de 2%, 1% de mieux donc que le taux idéal au doigt mouillé exigé par Bruxelles, vous savez, les fameux 3%. Alors voilà, on viendra sans doute bientôt en détail sur les raisons de l'embellie portugaise. Je ne veux pas trop vous assommer avec des chiffres. Et bien sûr, tout cela n'est qu'une vision macroéconomique. Il y a encore beaucoup d'injustices au Portugal et des anomalies et des échecs, bien sûr. Mais pour décentrer un peu notre regard, le plus souvent tourné d'autorité vers l'Allemagne ou vers la Suède, je voulais simplement attirer votre attention sur nos frères et nos sœurs marginales du bout du continent, sur ce merveilleux Portugal qui a offert tant de splendeur, tant de couleurs et de rêves à l'humanité. Il semble bien que ce soit dans ce petit pays confiné par l'embarras de nos grands orateurs médiatiques dans son recoin de l'Europe que le silence a été brisé. Une petite chanson s'élève de nouveau dans les rues de Lisbonne, de Porto, de Coimbra, de Setúbal, de Faro, de Braga, d'Estoril. Une grandola Vila Morena d'un nouveau style qui rit au nez des experts en chocolat et qui trace sa route non pas avec insolence mais avec le souci des humbles. Merci beaucoup Léo, c'est vrai que ton éclairage sur la révolution des œillets et sur le Portugal d'aujourd'hui, du coup ça nous apprend pas mal de choses. Merci beaucoup.